Chunk 1. Mon grand-père était horloger. Mon père était horloger. Et moi, je n'allais jamais faire ça. La figure paternelle de confiance que l'on voit dans l'atelier de réparation ne vous dit pas tout. Steve Fletcher, l'horloger adoré de l'émission, qui répare des horloges depuis plus de 40 ans, s'est enfin confié sur la dure réalité derrière les caméras de la BBC. Ce qu'il a révélé sur sa vie, le sombre passé de sa famille et les pressions impossibles de la célébrité télévisuelle changera à jamais votre perception de cet artisan doux. Mais pourquoi Steve a-t-il attendu si longtemps pour s'exprimer? Et que se passe-t-il réellement derrière les portes de cet atelier? Restez à l'écoute, car la vérité que Steve vient de révéler remet tout question aux yeux des téléspectateurs fidèles. Le secret de famille qui a tout façonné. Les mains de Steve Fletcher peuvent être fermes lorsqu'il travaille sur des mécanismes d'horlogerie complexes, mais son enfance était tout sauf stable. Grandissant dans ce qui semblait être une entreprise familiale idyllique dans l'Oxfordshire, les enfants Fletcher cachaient une vérité dévastatrice qui allait avoir un impact sur des générations. Le tic-tac d'innombrables horloges dans leur atelier familial ne pouvait pas étouffer le son des larmes de leur mère, ni les tentatives désespérées de leur père pour maintenir le tout ensemble. Steve a avoué. Nous avions nos problèmes comme la plupart des familles, mais nous les avons surmontés, et cela n'a pas vraiment eu un impact énorme sur nous. Notre mère a terriblement souffert de dépression post-natale, qui a provoqué une dépression nerveuse chez notre père. Nous avons donc passé beaucoup de temps avec nos grands-parents, et des gens venaient faire du babysitting. Cette admission révèle une enfance marquée par l'instabilité, où les enfants étaient ballottés entre les parents, tandis que leurs parents luttaient contre des démons que la société des années 1960 reconnaissait à peine. Ce qui rend cette révélation encore plus déchirante, c'est l'aveu de sa sœur Suze au sujet du traitement de leur mère. Et fait, pour maman, je suis incroyablement désolé, parce qu'à l'époque, il ne réalisait pas vraiment à quel point c'était dévastateur et le traitement qu'il lui offrait était barbare. Dans les années 1960, les soins de santé mentale étaient primitifs et les familles comme les Fletcher souffraient silence. Les femmes souffrant de dépression post-natale étaient souvent soumises à des traitements qui seraient considérés comme de la torture aujourd'hui. Électrochocs, institutionnalisation et médicaments qui les laissaient lobotomiser. Les enfants Fletcher ont appris très tôt que les apparences importaient plus que la vérité. Que faire tourner l'entreprise familiale était plus important que de reconnaître la douleur. Cette leçon allait suivre Steve tout au long de sa vie, lui apprenant à réprimer ses propres besoins pour le confort des autres. L'atelier familial Fletcher, activité depuis 1910, est devenu à la fois un sanctuaire et un fardeau. Alors que leur grand-père Fred leur offrait des conseils et une stabilité, les enfants regardaient leurs parents lutter contre des crises de santé mentale qui n'étaient ni comprises ni correctement traitées. L'atelier est devenu un refuge où le temps s'arrêtait littéralement, où les choses brisées pouvaient être réparées, même lorsque les personnes brisées ne le pouvaient pas. L'ironie n'échappait pas à ceux qui le connaissaient. Steve, qui a grandi regardant sa famille se défaire, allait plus tard consacrer sa vie à réparer ce qui était cassé. Enfant, il s'asseyait souvent tranquillement dans un coin d'un atelier exigu, regardant son père réparer des montres avec une précision méthodique. Chunk 2. À l'époque, il semblait peu probable qu'il suive cette voie, mais le destin avait décidé autrement. Le garçon, autrefois entouré de tourments émotionnels, allait finir par devenir une figure stable et rassurante, sur laquelle des millions de personnes compteraient chaque semaine pour trouver un sentiment de calme. Les rêves morts. Avant que Steve Fletcher ne devienne l'expert horlogerie préféré de la nation, il aurait eu des rêves qui dessinaient un avenir très différent. Selon des interviews passées,
Il était plus attiré par la nature que par le cliquetis des outils et le tic-tac des horloges qui remplissaient l'atelier de sa famille. Inspiré par la série télévisée All Creatures Great and Small, il avait autrefois prévu de devenir vétérinaire, choisissant même ses matières scolaires dans cet objectif. Mais alors qu'il essayait de tracer une voie loin du commerce familial, le rythme omniprésent des horloges autour de lui semblait mesurer non seulement le temps, mais aussi l'attraction progressive d'un destin qu'il finirait par embrasser. Imaginez le jeune Steve Fletcher regardant James Herriot soigner des animaux dans les Yorkshire Dales, rêvant d'une vie loin des limites de l'atelier d'horlogerie de sa famille. Il s'imaginait dans des champs vallonnés, soignant des créatures au lieu de mécanismes, utilisant ses mains pour sauver des vies plutôt que de restaurer des garde-temps. Ce rêve représentait tout ce que sa vie actuelle n'était pas: la liberté, le choix et la capacité de nourrir des êtres vivants plutôt que des objets mécaniques. Le brutal retour à la réalité est survenu lorsque Steve a été confronté aux limites de ses capacités académiques. Selon lui, ses professeurs n'ont jamais clairement indiqué qu'il pourrait avoir du mal avec les exigences de l'enseignement supérieur. Sans direction claire et se sentant mal préparé pour les études universitaires, il s'est finalement tourné vers le commerce familial, moins par choix que par sentiment d'inévitabilité. Ce n'est pas simplement de l'autodérision, c'est un aperçu de la profonde insécurité qui le suivrait tout au long de sa vie. L'homme qui répare aujourd'hui avec assurance des antiquités inestimables croyait autrefois qu'il n'était pas assez intelligent pour l'université, et il a porté cette blessure pendant des décennies. Mais l'histoire de Steve ne se termine pas par une acceptation résignée de l'entreprise familiale. Au lieu de poursuivre directement la médecine vétérinaire, il a trouvé une vocation entièrement différente qui définirait son caractère d'une manière que l'atelier d'horlogerie n'aurait jamais pu faire. Avant de rejoindre les missions, il a travaillé comme pompier, mais il est finalement revenu à sa véritable vocation, la restauration d'horloges. Ce détail révèle quelque chose de profond sur le caractère de Steve. Il a passé toute sa vie à être tiraillé entre le devoir et le désir, entre ce que les autres attendaient et ce que son cœur voulait. La carrière de pompier représente l'acte de rébellion le plus significatif de Steve contre les attentes familiales. Pendant des années, il s'est précipité dans des bâtiments feux, à sauver des vies et à affronter le danger de front, tandis que l'atelier d'horlogerie familiale attendait son retour inévitable. Ce n'était pas seulement un travail, c'était la tentative de Steve de prouver à lui-même et au monde qu'il pouvait être plus qu'un simple horloger Fletcher. Il était attiré par l'immédiateté de la lutte contre les incendies, la clarté de l'objectif, la façon dont les secondes comptaient d'une manière complètement différente de celle de l'atelier de sa famille. Chunk 3, la transition de pompier à horloger, révèle la complexité du caractère de Steve. Après des années d'appels d'urgence et de situations de vie ou de mort, il a choisi de revenir au monde méticuleux et silencieux de la réparation d'horloges. Cette décision suggère que la véritable nature de Steve n'est pas le héros quête d'adrénaline, mais l'artisan prudent et patient qui trouve la paix dans la précision. Les années de lutte contre les incendies lui ont appris la pression, la performance dans des circonstances extrêmes et le poids de la responsabilité, des compétences qui s'avéreraient inestimables lorsque les caméras de télévision commenceraient à tourner. 1973, Steve s'est inscrit à un cours de 2 ans au British Horological Institute à Hackney, où il a obtenu une mention très bien. Fort de cette qualification, il a créé son propre atelier, se consacrant à la réparation et à la restauration d'horloges. Cette réussite scolaire a dû être particulièrement significative pour quelqu'un à qui on avait dit qu'il n'était pas assez intellectuel pour l'université. La mention très bien représentait une justification, la preuve que son intelligence avait été sous-estimée et la validation qu'il pouvait exceller poursuivant quelque chose qui correspondait à ses aptitudes naturelles. Le poids de 4 générations.
Diriger une entreprise familiale qui s'étend sur plus d'un siècle, ce n'est pas seulement une question de profit et d'artisanat. Il s'agit de porter les rêves et les sacrifices de chaque génération qui vous a précédé. Steve Fletcher a hérité de plus que de simples outils et techniques lorsqu'il a repris l'atelier. Il a hérité du poids d'un héritage familial qui remonte à 1910, un fardeau qui s'alourdit chaque année qui passe. La dynastie a commencé avec le grand-père de Steve, Fred Fletcher, qui a lancé l'entreprise à une époque où les montres de poche étaient essentielles et où le temps était mesuré différemment. Le grand-père de Steve a commencé à travailler à Whitney 1910 et a créé son propre magasin, une entreprise qui a été reprise par le père de Steve. Fred Fletcher ne se contentait pas de construire une entreprise. Il créait une identité familiale qui allait lier des générations d'hommes Fletcher au tic-tac rythmé d'innombrables horloges. Fred Fletcher a commencé à réparer des horloges et des montres alors qu'il était encore à l'école et a commencé son apprentissage chez White's Watch Repairers à Battle Whitney 1910. Ce n'était pas un choix de carrière fait dans le confort, c'était une question de survie. Un jeune homme qui apprend un métier qualifié qui nourrira sa famille pendant des générations. Fred a travaillé pendant les 2 guerres mondiales. Ses mains fermes réparaient des garde-temps pendant que le monde s'écroulait autour de lui. Il est revenu au métier après avoir servi dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale et a finalement créé sa propre entreprise de réparation d'horloges et de montres à Crofts. Le détail obsédant que Fred réparait encore des horloges lorsqu'il est décédé 1982 préfigure la propre lutte de Steve contre la retraite. Les horlogers et les horlogers prennent rarement leur retraite complètement. Cette phrase répétée dans les histoires de famille ressemble plus à une malédiction qu'à une bénédiction. Elle suggère que les hommes Fletcher sont condamnés à travailler jusqu'à la mort. Leur identité est tellement liée à leur métier que la retraite devient impossible. Chunk 4. Le père de Steve, John, a perpétué la tradition, mais son histoire ajoute une autre couche de tragédie à l'héritage familial. Comme son père avant lui, John Fletcher a commencé à réparer des montres alors qu'il était encore à l'école et, après son service national, il a rejoint l'entreprise familiale. Il a travaillé pour un certain nombre de bijoutiers d'Oxford et a continué à réparer des montres jusqu'à sa mort prématurée 2007. Le mot « prématuré » suggère que la mort de John était inattendue, laissant Steve assumer la responsabilité familiale plus tôt que prévu. La pression s'est intensifiée de façon exponentielle lorsque Steve est devenu le seul porteur de l'héritage Fletcher. Fred et John sont décédés depuis, et Steve dirige maintenant le magasin et perpétue plus de 100 ans de savoir-faire familial. Il ne s'agit pas seulement de maintenir une entreprise activité, il s'agit de préserver un élément du patrimoine britannique. La responsabilité est écrasante. Une mauvaise décision, une année commerciale ratée, et 4 générations de dévouement Fletcher pourraient s'effondrer poussière. Le poids émotionnel devient clair lorsque Steve décrit son lien avec le travail de la famille. Il entretient régulièrement des horloges sur lesquelles son grand-père et son père ont travaillé, perpétuant ainsi 100 ans de savoir-faire familial et de service à la clientèle. Imaginez manipuler une horloge que votre grand-père a réparée 1950, sachant que la famille du client fait confiance à votre famille depuis plus de 70 ans. Chaque réparation porte le poids de la réputation de la famille. Et chaque erreur se reflète sur des générations d'excellence Fletcher. Ce fardeau s'est manifesté le plus clairement lorsque Steve a rencontré une autre famille confrontée à la fin de son entreprise générationnelle. Steve avait travaillé sans relâche à la restauration du dynamomètre. Je compatis vraiment avec Chris et Nick qui doivent fermer leur entreprise après des générations, car je suis issu d'une longue lignée d'artisans. Et pour moi, fermer l'entreprise serait un véritable crève-cœur. Cela révèle la plus grande crainte de Steve. Être la génération qui échoue
celle qui brise la chaîne, le Fletcher qui laisse tomber tous ceux qui l'ont précédé. Le piège de la télévision dont personne ne parle. Ce que les téléspectateurs ne réalisent pas, c'est que Steve Fletcher a failli supprimer le courriel qui allait changer sa vie à jamais. Un acte qui lui aurait épargné la prison dorée que la célébrité télévisuelle allait devenir. L'histoire de la façon dont Steve a rejoint l'atelier de réparation révèle un homme qui se méfiait naturellement des occasions qui semblaient trop belles pour être vraies. Un instinct qui s'est avéré tragiquement exact. 2016, Steve a reçu un courriel inattendu d'une entreprise qu'il ne connaissait pas, l'invitant à participer à une toute nouvelle émission de télévision. Comme il l'a dit plus tard à la BBC, son premier réflexe a été de le supprimer immédiatement, se méfiant des escroqueries sur Internet. Ce n'est que grâce à sa partenaire Mel, qui l'a incité à y regarder de plus près, qu'il a accordé une attention sérieuse au message. Ce bref moment d'hésitation offre un aperçu révélateur du caractère de Steve, naturellement prudent et instinctivement sceptique face au changement. Des traits qui, tout l'ancrant, allaient plus tard contribuer à un sentiment d'être enfermé par le succès même qu'il n'a jamais recherché. Chunk 5. L'homme qui allait devenir une star de la télévision était prêt à laisser passer son occasion parce qu'il ne faisait pas confiance à une société de production inconnue. Cette suspicion n'était pas de la paranoïa. C'était la sagesse de quelqu'un qui avait appris que les changements radicaux entraînent souvent des conséquences inattendues. L'intervention de Mel, bien qu'elle soit bien intentionnée, a peut-être involontairement poussé Steve dans une situation qui allait fondamentalement altérer sa relation avec son métier et sa tranquillité d'esprit. Ce qui s'est passé ensuite allait l'enfermer dans une cage dorée qu'il n'avait jamais prévue. L'équipe de production de l'émission a découvert Steve grâce à une vidéo YouTube qu'il avait réalisée, soulignant comment la technologie peut transformer des artisans privés personnalités publiques du jour au lendemain. L'équipe cherchait un horloger et a trouvé un film YouTube que j'avais réalisé, puis ils m'ont contacté. Quelques jours, j'étais à l'atelier. Cette transition rapide de simple artisan à personnalité de la télévision a laissé à Steve peu de temps pour comprendre ce à quoi il s'engageait. Le succès de l'atelier de réparation a créé une situation impossible pour Steve. Alors que des millions de téléspectateurs voient que l'artisan doux et patient travaillait dans l'atelier paisible, la réalité est bien plus complexe. Le format de l'émission exige une disponibilité émotionnelle de la part des experts, qui doivent traiter des histoires familiales traumatisantes, tout conservant leur sang-froid professionnel devant les caméras. Chaque objet qui entre dans l'atelier porte la douleur la plus profonde de quelqu'un, ses liens avec des êtres chers disparus et ses souvenirs les plus précieux. Le bilan psychologique devient clair lorsque vous examinez comment d'autres experts gèrent les exigences émotionnelles. Amanda a révélé qu'elle pleure fréquemment, loin des caméras, expliquant que les équipes de production limitent délibérément les séquences émotionnelles des experts. « C'est tellement émouvant », a poursuivi Amanda. « Je pense qu'ils réduisent au minimum les clips émotionnels de nous, car ce n'est pas une bonne émission de télévision si nous sommes tous train de sangloter. » Cet aveu révèle les choix éditoriaux prudents de l'émission qui maintiennent le ton réconfortant tout cachant les véritables réactions émotionnelles des experts. Le format de l'émission exige un contrôle émotionnel de la part des experts, tous les exposant simultanément à des histoires déchirantes. Steve doit absorber ce poids émotionnel, tout conservant son sang-froid professionnel, son excellence technique et les douces manières que les téléspectateurs attendent. La pression est immense. Il ne peut pas craquer, ne peut pas échouer et ne peut pas montrer la tension qui résulte du fait d'être témoin d'autant de souffrances humaines. La confession de Suzy Fletcher sur le fait d'avoir craqué pendant le tournage révèle la réalité cachée derrière l'extérieur soigné de l'émission. Il coupe pas mal de choses au montage parce que je craque assez souvent. J'ai les larmes qui coulent sur mon visage. Si sa sœur avoue craquer régulièrement,
Imaginez ce que Steve, souvent considéré comme la pierre angulaire émotionnelle de la famille, endure derrière ses caméras. Le doux géant qui réconforte les familles deuil tout réparant leurs biens les plus précieux porte des fardeaux psychologiques que les téléspectateurs ne voient jamais. La prison de la retraite du succès. Steve Fletcher révèle enfin la vérité. Mais la révélation la plus troublante ne concerne pas son passé. Chunk 6. Elle concerne son avenir, ou plutôt son incapacité totale à envisager un qui n'implique pas un travail sans fin et des responsabilités croissantes. Son aveu au sujet de la retraite révèle un homme piégé par sa propre compétence, enfermé dans un cycle où le succès est devenu une prison plutôt qu'une récompense. Steve a révélé le dilemme auquel il est confronté avec la retraite des termes qui ressemble plus à un diagnostic qu'à un choix. Il a expliqué « Je n'envisage jamais un moment où je prendrai ma retraite. Je suppose que je serai toujours dans cette situation de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que je veux faire. Ce n'est pas le contentement d'un homme qui aime son travail. C'est l'aveu de quelqu'un qui ne voit pas d'issue, qui est devenu si indispensable aux autres que ses propres besoins sont devenus hors de propos. L'impossibilité mathématique de sa situation devient claire dans sa révélation suivante. Il a poursuivi. « Il y a une vraie règle d'or ici. L'année prochaine, vous aurez toujours moins de temps, car tout le monde dit « J'aurai plus de temps l'année prochaine », et cela n'arrive jamais. Pas pour moi, en tout cas. Steve a découvert une vérité fondamentale sur le succès. Plus vous devenez compétent, plus les gens ont besoin de vous, et moins vous avez de temps pour vous. Il est pris au piège dans un cycle où ses compétences créent une demande qui dépasse sa capacité à la satisfaire. Il ne s'agit pas seulement d'être occupé. Il s'agit de l'impact psychologique d'une obligation constante. À 62 ans, Steve devrait envisager comment profiter de ses années d'or. Mais au lieu de cela, il est confronté à la réalité que son expertise l'a rendu indispensable. L'entreprise familiale a besoin de lui. L'atelier de réparation a besoin de lui. Les clients ont besoin de lui. Et sa propre sécurité financière dépend de sa disponibilité continue. La tragédie s'aggrave lorsque vous réalisez ce que Steve sacrifie pour ses obligations. Alors que Steve est surtout connu pour ses restaurations complexes, les fans pourraient être surpris par ses autres centres d'intérêt. Il a avoué son amour pour le jardinage et l'art, expliquant que ses passe-temps sont souvent relégués au second plan, raison de son emploi du temps chargé. Ce ne sont pas des intérêts occasionnels. Ce sont des aperçus de l'homme que Steve aurait pu être s'il avait eu la liberté de poursuivre ses passions. Le désespoir dans sa voix devient palpable lorsqu'il décrit son souhait impossible. Steve a avoué « Je n'arrête pas de dire que je ferai plus quand j'aurai plus de temps, mais je n'ai jamais plus de temps. J'aimerais qu'il y ait un autre moi, ou 2 autres mois, pour que je puisse faire tout ce que je veux vraiment faire. » Chunk 7. Il ne s'agit pas seulement de gestion du temps. Il s'agit d'un homme qui a réalisé que sa vie est devenue celle de servir les besoins des autres, alors que ses propres rêves se flétrissent. Le poids psychologique de cette réalisation est dévastateur, a-t-il ajouté. Mais je suppose que c'est ce qui vous fait avancer. C'est ce qui vous motive. C'est ce qui vous maintient vie, appréciant ce genre de choses. Steve essaie de se convaincre que son épuisement et son enfermement sont faits des sources de vitalité, mais les mots sonnent creux. Il est devenu victime de son propre succès, trop précieux pour se reposer et trop responsable pour décevoir les personnes qui dépendent de lui. L'émission qui l'a rendu célèbre est devenue sa prison. Alors que d'autres artisans peuvent choisir leurs projets, fixer leurs horaires et travailler à leur propre rythme, Steve est maintenant obligé de participer à la télévision, d'entretenir son atelier, de gérer les apparitions publiques et d'être à la hauteur de l'image publique du doux chuchoteur d'horloge. L'exemple de son grand-père et de Cat Klein le hante. Les horlogers et les horlogers prennent rarement leur retraite complètement.
ce qui suggère que ce fardeau pourrait se poursuivre jusqu'à la mort, comme ce fut le cas pour Fred Fletcher, décédé alors qu'il travaillait encore à son établi. Les normes impossibles et le point de rupture. Être l'expert sur lequel tout le monde compte exerce des pressions qui briseraient la plupart des gens. Et Steve Fletcher a atteint le point où il met activement garde les fans contre le fait de suivre son exemple. Ce revirement, qui passe d'artisan serviable à voix d'avertissement, révèle à quel point les exigences sont devenues accablantes et comment l'homme doux que les téléspectateurs aiment lutte sous des attentes qui semblent conçues pour l'écraser. Le point de rupture devient clair lorsque vous voyez comment Steve réagit maintenant aux personnes qui cherchent son aide. Lors d'une récente apparition à la télévision, des téléspectateurs l'ont contacté pour lui demander des conseils sur leur propre projet de restauration. Fletcher, 62 ans, est apparu à la fin de la semaine lors d'une interview télévisée où il a dispensé son expertise aux téléspectateurs qui l'avaient contacté pour obtenir son aide. Ce qui aurait dû être une interaction agréable s'est transformé en avertissement brutal sur les dangers de la restauration amateur. C'est un travail très spécialisé et vraiment, à moins qu'elle n'ait une formation appropriée, elle pourrait faire plus de mal que de bien, a averti Fletcher rapidement. Ce ne sont pas seulement des conseils professionnels. C'est la réponse épuisée d'un homme qui a vu trop de désastres causés par des amateurs bien intentionnés et qui n'a plus l'énergie d'aider tous ceux qui le demandent. L'encouragement doux qui caractérisait autrefois ces interactions a été remplacé par des avertissements protecteurs. L'expression « plus de mal que de bien » prend une signification plus profonde lorsque l'on considère l'état actuel de Steve. Il est devenu conscient que son accessibilité et sa volonté d'aider pourraient ne fait causer du tort, non seulement aux objets que les gens tentent de réparer, mais aussi à son bien-être. Chaque conseil qu'il donne crée des attentes. Chaque réussite apporte plus de demandes, et chaque moment de gentillesse génère des demandes supplémentaires sur sa capacité déjà mise à rude épreuve. Encore plus révélateur est la façon dont Steve décrit sa réparation la plus difficile, révélant la pression astronomique à laquelle il est confronté lorsque des clients de haut niveau dépendent de ses compétences. L'une de mes réparations les plus difficiles a été une horloge que le prince de Galles de l'époque m'avait confiée. Elle était passée entre les mains de tellement d'horlogers, et j'ai dû trouver un moyen de la faire fonctionner, ce qui était vraiment difficile et représentait une énorme pression. Chunk 8. Imaginez le poids d'avoir la royauté qui dépend de vos compétences. Savoir qu'un échec signifie décevoir non seulement un client, mais un futur roi. Cette commande royale révèle la norme impossible que Steve doit maintenir. D'autres horlogers avaient déjà échoué avec cette pièce, faisant de Steve le recours de dernier ressort. La pression n'était pas seulement professionnelle. Il s'agissait de la réputation nationale, de la satisfaction royale et du poids de savoir que s'il échouait, il n'y aurait peut-être personne d'autre qualifié pour réussir. L'expression « énorme pression » minimise le fardeau psychologique d'être l'expert lorsque tous les autres experts ont échoué. Le format de l'émission crée une couche de pression supplémentaire que les téléspectateurs ne voient jamais, exigeant la perfection dans des circonstances impossibles. On nous lance le défi de réparer l'impossible, et pourtant, nous n'échouons jamais et nous touchons du bois. Nous n'échouerons jamais. Suzy Fletcher a expliqué: cette norme impossible, ne jamais échouer, toujours réussir, crée une anxiété constante pour Steve et ses collègues. Chaque objet qui entre dans l'atelier doit être restauré à la perfection, quel que soit son état ou les difficultés rencontrées. L'impact psychologique de cette attente de ne jamais échouer ne peut être surestimé. Steve doit maintenir sa réputation de réparation miraculeuse tout faisant face à des défis de plus difficiles. Chaque succès place la barre plus haut, créant un cycle où le miracle d'hier devient l'attente minimale d'aujourd'hui.
L'artisan doux qui aimait autrefois résoudre des énigmes est devenu piégé dans une performance où l'échec n'est pas seulement décevant, il est professionnellement catastrophique. L'expertise de Steve a fait de lui une victime de son propre succès, créant une situation où ses compétences sont devenues un fardeau plutôt qu'un cadeau. Tout le monde suppose que Steve peut tout réparer, résoudre tous les problèmes et faire tous les miracles. Le monsieur qui veut juste du temps pour le jardinage est devenu piégé par des attentes auxquelles il ne peut jamais échapper, destiné à jamais à être la personne vers laquelle les autres se tournent lorsque tout le reste échoue. Le succès de The Repair Shop a eu un impact silencieux sur la vie personnelle de Steve Fletcher, ce que les fans ne voient jamais. Les moments réconfortants partagés avec son fils Fred à l'écran masquent souvent la tension liée au mélange de la famille et de la célébrité. Dans les coulisses, les moments intimes deviennent du contenu et les relations naturelles sont mises à rude épreuve par la pression de se produire devant des millions de personnes. Dans une émission spéciale, Steve a enrôlé Fred pour l'aider à réparer une horloge apportée par un ancien combattant de 101 ans, non pas par joie, mais par pression. Ce choix de mots est important. Ce qui apparaît comme un mentorat est souvent motivé par les exigences de l'émission et non par la volonté personnelle. Le parcours de Fred dans le commerce familial, bien qu'il soit ancré dans un intérêt sincère, est façonné par l'exposition publique. Son apprentissage, qui se déroule à la télévision au lieu de se dérouler dans un atelier tranquille, fait peser un poids émotionnel et professionnel sur ses épaules. La compagne de longue date de Steve, Mel, qui l'a incité à ne pas supprimer le courriel de casting de l'émission, reste principalement dehors des projecteurs. Pourtant, ces encouragements ont involontairement modifié leur vie. Avec 5 enfants, Fred et 4 filles, l'image publique de Steve est centrée sur le fils qui perpétue l'héritage. Alors que les filles restent largement invisibles, seul le nom de son plus jeune enfant reste privé, peut-être un signe de la tentative de Steve de reprendre le contrôle et de protéger ce qui reste intact. L'honnêteté émotionnelle de l'émission cache son coup. Une famille mise à rude épreuve, donnant constamment observé. Il est si triste de voir comment Steve, l'homme qui répare les choses cassées, se retrouve incapable de réparer l'érosion de son propre temps, de sa liberté et de son bonheur privé, tranquillement sacrifié pour le confort d'inconnus. Alors, que pensez-vous de la lutte émotionnelle de Steve Fletcher derrière les caméras? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de révélations sur la vie réelle.